Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon bilan culturel du mois de septembre. C'est la première fois que je fais un bilan culturel ici. J'en avais fait précédemment avec notamment les livres que j'avais pu lire ou bien les séries ainsi que les films, mais je n'avais jamais fait un réel bilan culturel avec toutes ces catégories mélangées. Et donc c'est un format que j'ai envie de reproduire tous les mois. On va commencer par les films et plus particulièrement les dernières sorties. Alors ce mois-ci, le premier film que j'ai été voir est Malignant de James Wan. Dans Malignant, on suit une jeune femme qui se nomme Madison, qui est une femme sans histoire, à la vie plutôt rangée, lorsqu'elle est soudainement prise de visions terribles. Elle voit à l'avance les meurtres qui vont se produire. Au départ, ça apparaît surtout comme un programme plutôt ennuyeux. Je me suis vraiment ennuyée au début, notamment pendant la première heure et demie, jusqu'à ce qu'il y ait une véritable révélation, un plot twist qui change totalement l'intrigue. D'un coup, on a un certain intérêt pour l'œuvre qui se développe, jusqu'à ce que l'œuvre s'achève 20 minutes plus tard. Ce que je veux dire par là, c'est que pendant une heure et demie, on s'ennuie et il faut un plot twist qui arrive à 20 minutes de la fin pour qu'enfin on ressente de l'intérêt pour cette œuvre. Alors oui, le plot twist est extrêmement intéressant et inattendu, même si pourtant on a des éléments qui sont parsemés tout au long du long métrage. Moi je suis totalement passée à côté, donc cette révélation je me la suis prise en pleine figure. Mais maintenant je vous pose une question, c'est est-ce que ça vaut réellement le coup de regarder un long métrage dont les seules 20 dernières minutes sont dignes d'intérêt? Un deuxième long métrage qui est sorti récemment et que malheureusement je n'ai pas aimé non plus, il s'agit du tout dernier Marvel, Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, dans lequel nous suivons le personnage de Shang-Chi, un jeune homme qui a immigré aux États-Unis afin de fuir son passé. Malheureusement, celui-ci va le rattraper lorsqu'il va être pris dans la toile de la mystérieuse organisation des 10 anneaux. Ce qui est assez paradoxal, c'est que cette année, Marvel ose beaucoup sur le petit écran. Ce sont des séries qui osent et je réalise au fur et à mesure que les longs métrages Marvel, même si c'est le cas depuis le début, mais je ne sais pas, est-ce que la poudre aux yeux peut-être ne fait plus d'effet sur moi, mais en tout cas je réalise que les longs métrages Marvel sont d'un certain classicisme et je m'ennuie. C'est dommage parce que l'intrigue en soi est intéressante, le personnage est vraiment sympa, Shang-Chi est un bon héros, Tony Leung qui incarne son père est phénoménal. L'histoire aussi derrière Simu Liu, donc Simu Liu qui incarne Shang-Chi est assez intéressante puisque Simu Liu c'est quelqu'un qui au départ était un cascadeur. Et il y a de ça quelques années, il avait posté sur son compte Twitter un message dans lequel il s'adressait à Marvel Studios et demandait au studio d'intégrer des acteurs asiatiques. Et donc il s'avère que des années plus tard, ce Simu Liu, donc qui n'a rien à voir avec le milieu du cinéma à la base, si ce n'est qu'il est cascadeur, mais il n'avait jamais réellement joué dans un film face à la caméra, c'est donc son tout premier long métrage et le voilà propulsé à la tête d'une grande production Marvel. Pour en revenir à cette histoire de classicisme, c'est surtout dû au fait que l'enjeu est beaucoup moins important. Évidemment, sur le petit écran, Marvel ose beaucoup plus parce que les pertes financières, si jamais ces expériences échouent, seront beaucoup moins importantes sur le petit écran que sur le grand. Marvel va se contenter de répéter la même formule indéfiniment dans ses longs métrages. Il y a réellement du potentiel, et oui, c'est esthétique, notamment la scène d'introduction qui est probablement l'une des plus belles que le MCU n'ait jamais fait. C'est esthétique et ça initie même le public à la culture asiatique. Mais bon, on a cette impression de voir un Black Panther 2.0. Je veux que Marvel par la suite innove. Et même si j'aime ce studio de tout mon cœur, mis à part certains longs métrages, je suis beaucoup plus intriguée par le futur de Marvel sur le petit écran. L'un des plus grands films de l'année, Dune de Denis Villeneuve, suit l'histoire de Paul Atreides, incarné par Timothée Chalamet, un jeune homme aussi doué que brillant, voué à connaître un destin hors du commun qui le dépasse totalement. Car s'il veut préserver l'avenir de sa famille et de son peuple, il devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de l'univers, la seule à même de fournir la plus précieuse ressource au monde, capable de décupler la puissance de l'humanité. Je suis en train de lire le résumé donc. Tandis que des forces maléfiques se disputent le contrôle de cette planète, seuls ceux qui parviennent à dominer leur peur pourront survivre. Bref, Dune, c'est une claque cinématographique, réellement. On m'avait dit qu'il fallait le voir en salle et j'y croyais. Mais je peux vous dire que quand j'en suis sortie, j'ai eu du mal à retrouver mes esprits tant c'était un moment exceptionnel. On va pas parler de l'histoire parce que l'histoire je la connaissais, je savais à quoi m'attendre, même si je vous avouerai que j'étais surprise par plusieurs aspects malgré tout parce que il s'avère que j'avais oublié beaucoup de points. C'est une expérience qui va vous plonger au cœur de cette planète aride, auprès de personnages qui sont beaucoup plus humanisés que dans le roman, parce que je peux me permettre du coup de faire un comparatif, c'est que dans le roman j'ai eu beaucoup de mal à m'attacher à ces personnages, notamment Paul qui était assez froid et distant par rapport au lecteur, alors qu'ici Timothée Chalamet donne une vraie âme à ce jeune homme. On voit ses sentiments, on voit ses peurs transparaître à l'écran. Dernière séance du mois, il s'agit de Stillwater de Tom McCarthy. C'est un long métrage dont on a beaucoup parlé avant sa sortie et pourtant lorsqu'il est sorti en France,
c'est passé totalement inaperçu, ce qui est assez surprenant étant donné qu'on a souvent parlé de ce long métrage qui mettait en scène Matt Damon, Camille Cotin dans les banlieues de Marseille, enfin la promesse était très intrigante et malheureusement il est passé inaperçu alors que c'est un long métrage qui a réellement du potentiel et qui mérite de la visibilité. Dedans, on y suit un foire de pétrole incarné par Matt Damon qui débarque du fin fond de l'Oklahoma pour venir à Marseille. C'est un personnage assez conservateur qui aurait probablement voté Trump si jamais son casier judiciaire ne l'en empêchait pas. Il va donc venir à Marseille afin de libérer sa fille qui est enfermée en prison à cause d'un meurtre qu'elle assure ne pas avoir commis. Dès lors, il va faire équipe avec une jeune femme, une jeune mère un peu bobo sur les bords, incarnée par Camille Cotin, qui va l'aider à comprendre ce système judiciaire complexe. Dès lors, on va avoir un choc des cultures qui va se faire entre les deux. D'un côté, la Marseillaise sophistiquée, cultivée surtout, face à l'américain conservateur. Ce que j'ai aimé, et ce qui a à l'inverse déçu les spectateurs américains, c'est le fait que Marseille est au premier plan. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, on n'est pas face à un thriller. Moi, comme beaucoup de monde, j'ai lancé ce long métrage en m'attendant à une banale enquête, quelque chose comme on peut le voir partout. Autant vous dire que j'étais sacrément surprise lorsque j'ai vu que le film s'orientait plutôt vers un drame social. Sans mentir, on est beaucoup plus dans une critique du racisme banalisé plutôt que d'un récit d'investigation. On va passer aux sorties en streaming du mois et il y a 3 longs métrages que j'ai regardés. Le premier c'est Cendrillon de Kay Cannon qui est donc sorti le 3 septembre sur Amazon Prime, dans lequel on suit une réécriture moderne du conte de Cendrillon avec dans le rôle titre Camilla Cabello. Beaucoup de monde n'ont pas aimé ce long métrage étant donné que c'est un film qui ne se prend pas au sérieux. Il faut vraiment le prendre au second degré. Si vous y allez en vous attendant à regarder le film Cendrillon qu'on connaît tous, mais juste n'y allez pas, réellement. J'ai vu beaucoup de personnes déçues par le fait que le long métrage ne respectait pas les codes du conte de fées, mais justement, c'est exactement ça le but. C'est d'utiliser ces codes et de les détourner avec humour et se moquer de tous les clichés. On est face à une héroïne indépendante qui va refuser, au départ du moins, d'épouser le prince parce qu'elle veut suivre ses rêves. Comme elle le dit, j'ai des rêves à poursuivre, alors je me choisis moi. Pas de doute, bienvenue en 2021. Autrement dit, la version avec laquelle toutes les petites filles maintenant devraient grandir. Le deuxième long métrage sorti en streaming ce mois-ci, c'est Le bal des folles de Mélanie Laurent qui est sorti le 17 septembre sur Amazon Prime. Alors dedans, on y suit l'histoire d'Eugénie, une jeune fille lumineuse et passionnée à la fin du 19e siècle. Mais Eugénie a un secret, elle est capable de voir les morts. Dès lors, sa famille va l'interner à l'hôpital de la Salpêtrière sans possibilité d'échapper à son destin. Par la suite, le chemin d'Eugénie va alors rencontrer celui de Geneviève, incarnée par Mélanie Laurent, une infirmière de l'unité neurologique dont la vie passe sous ses yeux sans qu'elle ne la vive vraiment. Leur rencontre va changer leur destin à jamais alors qu'elle se prépare à assister au fameux bal des folles, un événement organisé tous les ans par le professeur Charcot au sein de la clinique. C'est tiré de l'œuvre de Victoria Mass, donc l'œuvre du même nom, Le bal des folles, que je n'ai pas lu mais qui a eu des retours extrêmement positifs. Et mais quelle déception! Quelle déception! J'en attendais vraiment pas grand chose, mais c'est dommage parce que le début commençait très bien. On était face à une héroïne indépendante, femme de lettres, qui veut s'émanciper de cette condition. Et on se termine avec une fin façon téléfilm. Réellement, j'ai eu l'impression d'être sur TF1 les samedis après-midi. Le dernier film dont je dois vous parler, et qui est un coup de cœur, voilà, c'est l'un de mes coups de cœur de l'année. Je vous ai bassiné à maintes reprises avec ce long métrage, que ce soit avant sa sortie, mais aussi pendant sa sortie. Étant donné qu'il est sorti le 24 septembre en salle américaine, mais chez nous il sort uniquement le 22 janvier, sous le titre de Cher Evan Hansen, on va parler de la comédie musicale Dear Evan Hansen. C'est l'histoire d'Evan Hansen, donc Evan qui a toujours du mal à s'intégrer. Il n'a pas d'amis, ne parle à personne, mis à part sa mère et son psy. Puis, sa vie bascule lorsque l'un de ses camarades de classe, Connor, se suicide et Evan se retrouve alors, à la suite de pas mal de quiproquos, au cœur de la tourmente. Dans une tentative mal avisée de réconforter sa famille, Evan va prétendre qu'il était meilleur ami avec le jeune homme. Au départ, cela fait du bien à Evan, forcément. Lui qui a toujours été ignoré se sent enfin aimé. Il est apprécié de tout le monde, il devient même populaire, quelque chose dont il a toujours rêvé, lui qui a passé sa vie dans l'ombre. Malheureusement, il va peu à peu s'enfoncer dans cette spirale de mensonges dont il ne pourra plus sortir. Dear Evan Hansen, c'est une comédie musicale qui est sortie en 2016 à Broadway et qui a raflé tous les prix à la cérémonie des Tony Awards, équivalent des Oscars,
qui concernent plus particulièrement les comédies musicales. Parmi elles, on a notamment le prix du meilleur acteur pour Ben Platt. Et justement, Ben Platt ici reprend son rôle d'Evan Hansen. Il y a eu une grande polémique autour de ça, étant donné que Ben Platt a désormais 27 ans et beaucoup l'ont estimé trop âgé, mais lorsqu'on voit son talent et la manière avec laquelle il incarne Evan Hansen, pour vous dire, Ben Platt a dû suivre une thérapie, une véritable thérapie, tant il avait assimilé les tics, par exemple de langage, les tics nerveux aussi d'Evan. Voilà, il avait tellement été plongé dans ce personnage pendant toutes les années, pendant toutes ces tournées autour de l'Amérique qu'il a pu faire, parce que mine de rien, une représentation à Broadway tous les soirs, et ben on finit par assimiler ce rôle, et Ben Platt était réellement devenu Evan Hansen. Bien loin des canons de beauté et la perfection traditionnellement représentée dans les films américains, Dear Evan Hansen tente de dresser un portrait plutôt correct de l'adolescence. Il y a évidemment notre personnage principal, dont la simple perspective de parler avec le livreur l'effraie, ou bien Connor se rebelle aux doigts manucurés et à la personnalité complexe. On touche aussi à la question des moyens financiers, étant donné que Evan Hansen n'a pas l'argent suffisant, sa mère ne peut pas l'aider à aller à l'université, et donc on va suivre aussi cette opposition entre la famille de Connor qui est extrêmement riche et Evan et sa mère qui eux manquent de moyens financiers. On est face à un long métrage fidèle à la réalité et qui tente de représenter les adolescents tels qu'ils sont réellement, angoissés et préoccupés par l'avenir. On va désormais passer aux séries et attaquons directement avec ma déception série. Alors, je sais pas en fait, est-ce qu'on peut réellement parler de déception parce qu'en soi c'est juste de l'indifférence. La saison 5, partie 1 de La Casa de Papel, sortie en ce début de mois. J'ai évidemment succombé au charme de cette bande de braqueurs, prête à tout pour mettre leur plan à exécution. Et ce, malgré les nombreuses incohérences liées au scénario. Ces incohérences, je les ai acceptées directement. Je pense que quand on regarde La Casa de Papel, de toute façon, il faut pas s'attendre à du réalisme. Il faut réellement accepter ces incohérences et le fait qu'il y ait beaucoup de facilité scénaristique. En revanche, je suis pas de l'avis des personnes qui estiment que la 3e saison était inutile et qu'on aurait pu s'arrêter à la seconde. Moi, j'aime beaucoup cette 3e saison, étant donné qu'elle a permis d'introduire un personnage que j'aime de tout mon cœur, un personnage qui n'est pas aimé des fans. Moi j'apprécie pour sa personnalité complexe et son traitement qui évolue. On voit qu'il gagne en statut et bah, ça fait peur aussi parce qu'en général des personnages secondaires qui gagnent un tel statut au fil des saisons, c'est souvent signe qu'ils vont finir par y passer. J'espère pas parce que je crois que je vais pas m'en remettre sinon. C'est le personnage donc de Palerme qui a ici un rôle beaucoup plus important dans cette saison. Je pense qu'on se rappelle tous de cette période où on écoutait Bella Ciao en boucle. Les acteurs étaient sur tous les plateaux télé. Moi je me souviendrai toujours de ce reportage, de ce petit documentaire diffusé sur Quotidien. C'est à ce moment là d'ailleurs que j'ai commencé à développer de l'intérêt pour cette série. Donc voilà, dans lequel on mettait en scène les acteurs, on parlait de la répercussion mondiale de cette série qui est un véritable phénomène. C'est pas qu'on s'en fiche mais c'est juste qu'il y a une indifférence. La série se termine, ou du moins cette partie, et on se demande mais qu'est-ce qu'elle nous a apporté finalement? Les personnages sont au même stade, dans une impasse évidemment. Il n'y a plus réellement de développement étant donné que ces personnages on les connaît. Ça fait quand même 4 saisons qu'on les suit donc on a déjà suffisamment développé leur passé, on a développé leur personnalité, ils ont tous été suffisamment bien traités. Donc il n'y a plus rien à apporter en termes de développement de personnages. Tout est misé sur l'action, sauf que cette action, bah c'est exactement la même chose que ce qui était proposé auparavant. Donc La Casa de Papel, c'est une certaine lassitude qui s'installe et c'est triste à dire parce que moi j'aime cette série de tout mon cœur, j'aime ces personnages, vraiment, je leur voue un immense amour. Mais j'ai hâte que ça se termine. J'ai hâte que ça se termine parce que là c'est tirer sur la corde pour rien. Et on va en parler justement du fait de tirer sur la corde pour pas grand chose dans la série suivante. Cette série, il s'agit de nouveaux phénomènes dont vous n'avez pas pu échapper si vous êtes sur les réseaux sociaux. C'est impossible, réellement. C'est une série qui a connu un succès monstre et d'ailleurs dont les débuts rappellent La Casa de Papel. Une série dont les gens n'attendaient pas grand chose, qui n'a pas réellement fait de bruit les premiers jours, mais qui, grâce aux réseaux sociaux, va connaître une ampleur mondiale. Il s'agit de Squid Game. On suit des centaines de joueurs endettés qui acceptent de s'affronter lors de jeux pour enfants aux enjeux mortels. On reprend le concept de jeu qu'on connaît tous. Par exemple, il y a le jeu de cache-cache dans lequel on a cette immense poupée assez flippante dont les yeux servent de capteurs et permettent de détecter les mouvements des joueurs qui peuvent bouger lors du 1, 2, 3 soleil. Ça reprend le principe des Battle Royale. Moi, les Battle Royale, c'est un concept que j'adore, dans lequel on retrouve une centaine de joueurs, voire plus, qui vont s'affronter jusqu'à la mort, évidemment jusqu'à ce qu'à la fin, il n'en reste plus qu'un. Mais ce qui fait l'originalité de Squid Game, contrairement aux Battle Royale normaux, c'est qu'ici, on est face à des joueurs qui ont accepté de leur plein gré de jouer. Souvent, lors des Battle Royale, les joueurs sont forcés. Ils n'ont pas le choix, ils participent, sinon ils meurent. Mais ici, on est face à des joueurs qui sont endettés jusqu'au cou, ou bien tout simplement attirés par le gain,
Mais ici, ils ont tous une raison de se confronter à la mort, beaucoup sont prêts à mettre leur vie en jeu de manière à gagner cette somme. L'œuvre va parfois pousser jusqu'à la satire sociale, puisque lorsque les joueurs commencent à hésiter et parfois font le choix de partir, d'ailleurs ils n'ont pas le droit, mais voilà, il y a certains moments où les joueurs hésitent, et bien dans ce cas-là, les organisateurs font descendre une immense tirelire dans laquelle on peut voir pas mal de billets. Évidemment, rien de mieux pour pousser ces hommes et ces femmes à donner leur vie sur un plateau. Qu'il s'agisse du concept du Battle Royale, qui est ici vu au prisme de la satire sociale, donc de façon assez originale, étant donné que c'est un concept qui est quand même vu et revu, ou bien encore de la qualité de sa réalisation, s'il y a bien un programme que je vous conseille parmi tous ceux que j'ai regardés ce mois-ci, en plus de Dear Evan Hansen, c'est Squid Game. Ce mois-ci, Netflix nous offre d'excellentes séries, et outre Squid Game, on a notamment parmi elles Sermon de minuit de Mike Flanagan. Dans Sermon de minuit, on suit une communauté religieuse qui va faire face à des événements miraculeux à la suite de l'arrivée d'un mystérieux prêtre. Ici, le fantastique se met au service de la religion. Il s'agit de montrer comment elle peut aveugler les peuples, jusqu'à même conduire au fanatisme. En fait, ce qu'essaye de faire Mike Flanagan, c'est de nous demander à quel moment peut-on basculer dans le sectaire, lorsque l'on franchit cette fine frontière où la religion blesse plus qu'elle n'enrichit. Ces thématiques sont évidemment poussées à leur paroxysme, avec notamment l'ajout d'éléments surnaturels et de créatures maléfiques, mais tout ça dans le but de montrer comment est-ce que la religion peut pousser au sectaire. Comment est-ce que les gens peuvent devenir obnubilés par la religion au point de commettre des actions terribles. Si précédemment je critiquais Marvel pour leur manque d'originalité sur le grand écran, je peux vous dire qu'avec What If, je n'ai pas été déçue. Alors dans What If, c'est déjà une série d'animation dans laquelle on va changer des événements clés des films Marvel, offrant une myriade de possibilités. C'est-à-dire qu'on va prendre des éléments centraux des films Marvel, ou parfois même des éléments minimes, et on va les modifier de manière à s'interroger sur le et si. Je suis très heureuse de voir une telle audace de la part du studio Marvel, et j'espère sincèrement qu'ils vont continuer dans cette voie. En parlant de choix audacieux, moi il y a une série ce mois-ci que j'attendais avec une immense impatience, c'est la série Star Wars Visions. Face à un univers Marvel en pleine expansion, on a une autre saga cinématographique qui tente de se faire une place sur le petit écran. La saga Star Wars. Motivée par le succès des animés tels que One Piece, Shingeki no Kyojin ou encore Jujutsu Kaisen, ça y est, Lucasfilm a fait appel à plusieurs studios d'animation japonais afin de proposer une série d'anthologies de courts-métrages, chacun d'une douzaine de minutes, et tous réalisés par un studio d'animation japonais différent. Star Wars, enfin compris, c'est qu'on aime, certes, la famille Skywalker, mais le problème, c'est qu'on en a eu assez. On a eu 9 films consacrés à ces personnages, et on a envie de voir autre chose. L'univers Star Wars est tellement riche, il a tant d'histoires à nous offrir, que je suis ravie de voir ces histoires ainsi exploitées. À l'instar des studios Marvel, Lucasfilm l'a bien compris. L'avenir de la saga Star Wars ne s'écrit plus seulement sur le grand écran. La galaxie a encore mais tellement de choses à nous offrir. Enfin, on va passer à la dernière catégorie et on va parler de littérature. Alors, je vais pas trop m'attarder sur le premier livre, étant donné qu'il sera dans le bilan lecture du Pumpkin Autumn Challenge, donc qui sortira au mois de novembre, Phobos de Victor Dixon. On suit 6 filles et 6 garçons dans les 2 compartiments séparés d'un même vaisseau spatial. Ils ont 6 minutes chaque semaine pour faire des rencontres dans des séances de speed dating et se choisir sous l'œil des caméras embarquées. Ils sont les prétendants du programme Genesis, l'émission de speed dating la plus folle de l'histoire, destinée à créer la première colonie humaine sur Mars. C'est une œuvre qui est sympa vraiment à lire, et je me souviens que j'avais acheté à l'époque où on parlait beaucoup de Phobos, notamment parce que sur Bookstagram c'était réellement la star, c'était la star des réseaux sociaux, et je l'avais trouvé à prix réduit à 9 € je crois à la Fnac, c'était un tarif découverte, donc je me l'étais pris, et ça y est, ça fait 4 ans à peu près qu'il traîne dans ma pile à lire, et je m'étais dit qu'il était peut-être l'occasion de le ressortir. Et sans grande surprise, mes goûts ont évolué, donc je suis plus aussi friande du genre young adulte que je pouvais l'être auparavant. Je reste persuadée que peut-être que si j'avais découvert Phobos quelques années en arrière, eh bien ça aurait été, qui sait, un coup de cœur. La deuxième œuvre que je vais vous présenter, et on reste dans le genre destiné aux adolescents, même si c'est un format assez particulier, il s'agit de Sous nos yeux. C'est une façon de parler aux jeunes femmes de la représentation qui peut être faite de la femme, que ce soit dans le porno, dans les jeux vidéo, dans les publicités, dans les films ou bien dans les séries. C'est vraiment une manière de décrypter ces images et de prendre conscience aussi du problème. C'est illustré, donc on a voilà, des petites illustrations sur Game of Thrones qui fait suite à tout un article sur la culture du viol dans Game of Thrones et la manière avec laquelle les scènes de sexe non consentantes sont banalisées et elles semblent choquer personne. Voilà un petit retour sur les chiffres aussi de la série, pourquoi est-ce qu'elle est aussi populaire. Bref, c'est très intéressant et que vous soyez le public ciblé ou non, lisez-le, réellement. C'est une très bonne introduction qui est claire, avec des références qu'on peut toutes comprendre, qu'il s'agisse de la sexualisation du corps d'Harley Quinn dans Suicide Squad,
ou bien de la manière avec laquelle on peut finir le sexe autrement dans le portrait de la jeune fille en feu. Enfin, la dernière œuvre dont j'ai envie de vous parler et qui est un essai, il s'agit de Seins, en quête d'une libération de Camille Froidevaux-Métairie. Chaque chapitre donc s'intéresse à une thématique liée aux poitrines, que ce soit les poitrines mutilées à cause des cancers du sein, les poitrines mutilées à cause de la chirurgie esthétique, les complexes que peuvent engendrer une grosse ou une petite poitrine, ainsi que le souhait d'allaiter ou non, l'injonction liée au soutien-gorge. Tout ça rajouté à des études scientifiques dont l'auteur parle, mais également son propre avis qu'elle apporte. Et entre les pages, on a également des photos de poitrine de différentes femmes avec leur nom, leur âge aussi. Par exemple, on a ces jeunes femmes de mon âge qui, elles, sont totalement à l'aise sur la question du non-port du soutien-gorge, ou bien l'inverse des générations plus âgées qui, elles, ont toujours été conditionnées par ce port du soutien-gorge et par le fait que les mamelons ne devaient pas être apparents. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos dernières découvertes culturelles, ça m'intéresse. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.